Imagine que tu es accusé d'avoir couché avec ta propre sœur, que le roi d'Angleterre lui-même veut ta tête, et que dans quelques jours tu vas monter sur l'échafaud sachant que tout est faux, que tout est inventé, mais que personne ne peut te sauver parce que ta mort a déjà été décidée dans les couloirs du pouvoir. C'est exactement ce qui est arrivé à Georges Boleyn en mai 1536, et ce que tu vas découvrir aujourd'hui va te glacer le sang. Georges Boleyn n'était pas n'importe qui à la cour d'Henri VIII, c'était un homme brillant, cultivé, un diplomate respecté qui parlait plusieurs langues et qui avait voyagé dans toute l'Europe pour représenter l'Angleterre auprès des plus grandes cours royales. Il était le fils de Thomas Boleyn, un homme ambitieux qui avait grimpé les échelons de la noblesse anglaise grâce à son intelligence et ses alliances stratégiques, et il était surtout le frère d'Anne Boleyn, celle qui avait réussi l'impossible en devenant la deuxième épouse du roi Henri VIII après avoir brisé l'Église catholique en deux. Quand Anne est devenue reine en 1533, toute la famille Boleyn a connu une ascension fulgurante, ils étaient partout, ils avaient tout, le pouvoir, l'influence, la richesse, et Georges lui-même avait reçu le titre de vicomte de Rochefort et était devenu l'un des hommes les plus proches du roi. Mais il y avait un problème énorme qui planait au-dessus de cette famille comme une épée de Damoclès, et ce problème s'appelait l'héritier mâle. Anne Boleyn avait donné naissance à une fille, la future reine Élisabeth Ier, mais Henri VIII voulait un fils, il en avait besoin pour assurer la succession et pour justifier tout ce qu'il avait détruit pour l'épouser, et après 3 ans de mariage Anne n'avait toujours pas réussi à lui donner ce fils tant désiré. Chaque fausse couche, chaque échec, chaque mois qui passait sans grossesse rendait la position d'Anne de plus en plus fragile, et Henri commençait à regarder ailleurs, il commençait à se demander si peut-être il avait fait une erreur en l'épousant, si peut-être Dieu le punissait encore une fois comme il l'avait puni avec Catherine d'Aragon. Et quand un roi aussi puissant et aussi impulsif qu'Henri VIII commence à douter de son mariage, les conséquences peuvent être catastrophiques pour tout le monde autour de lui. En janvier 1536, Anne a fait une autre fausse couche, et cette fois c'était un garçon, le fils qu'Henri attendait désespérément, et quelque chose s'est brisé définitivement dans l'esprit du roi ce jour-là. Il est sorti de la chambre d'Anne en disant des mots terribles, des mots qui annonçaient déjà la fin, et autour de lui les ennemis des Boleyn ont commencé à sentir que le moment était venu de frapper, que la famille qui les avait humiliés pendant des années allait enfin tomber. Thomas Cromwell, le conseiller principal du roi, était un homme pragmatique qui savait exactement comment fonctionne le pouvoir, il savait que si Henri voulait se débarrasser d'Anne il aurait besoin d'une raison légale, d'une raison si scandaleuse et si terrible que personne ne pourrait la remettre en question, et c'est là qu'il a commencé à tisser sa toile avec une précision chirurgicale. Le plan était diabolique dans sa simplicité, il fallait accuser Anne d'adultère, ce qui était déjà un crime. De haute trahison pour une reine puisque cela mettait en danger la légitimité de la succession royale, mais Cromwell est allé beaucoup plus loin que ça. Il a décidé d'accuser Anne non pas d'avoir eu une seule liaison mais plusieurs, avec des hommes de la cour, des musiciens, des nobles, et surtout, avec son propre frère Georges Boleyn, ce qui transformait l'affaire en quelque chose de monstrueux, d'impensable, quelque chose qui dégoûterait tellement tout le monde que personne n'oserait défendre Anne ou sa famille. L'inceste était considéré comme l'un des péchés les plus abominables dans l'Angleterre du XVIe siècle, c'était quelque chose qui allait au-delà de l'adultère, c'était une perversion qui souillait les lois de Dieu et de la nature, et accuser Georges et Anne de ça c'était les condamner non seulement à mort mais aussi à une infamie éternelle. Le 1er mai 1536, tout a basculé en quelques heures avec une violence qui a stupéfié la cour entière. Lors d'un tournoi organisé à Greenwich, Henri VIII s'est levé brusquement de sa tribune et est parti sans un mot, laissant Anne seule et confuse, ne comprenant pas ce qui venait de se passer, et quelques heures plus tard plusieurs hommes de la cour ont été arrêtés sur ordre du roi. Mark Smeaton, un musicien talentueux mais de basse extraction, a été le premier à tomber, et sous la torture il a avoué avoir eu une liaison avec la reine,
ce qui a donné à Cromwell exactement ce dont il avait besoin pour lancer la machine judiciaire. Les arrestations se sont multipliées dans les jours suivants. Henry Norris, un ami proche du roi, William Brereton, un gentilhomme de la Chambre, Francis Weston, un jeune courtisan plein d'avenir, et finalement Georges Boleyn lui-même, tous accusés d'avoir couché avec Anne et d'avoir comploté contre le roi. Georges a été arrêté le 2 mai et emmené directement à la Tour de Londres, cette forteresse massive sur les bords de la Tamise qui servait à la fois de palais royal et de prison pour les traîtres, et en franchissant ses portes il savait que ses chances de ressortir vivant étaient presque nulles. La Tour de Londres n'était pas un endroit où on enfermait des gens pour les interroger et les relâcher ensuite, c'était un endroit où on préparait les condamnés à mort, où on les gardait dans des cellules froides et humides en attendant que la justice royale accomplisse son œuvre, et Georges avait vu assez d'hommes y entrer pour ne jamais en ressortir pour savoir exactement ce qui l'attendait. Sa femme Jane Boleyn, la vicomtesse de Rochefort, a joué un rôle trouble dans cette affaire, et certains historiens pensent même qu'elle a fourni des témoignages contre son propre mari, peut-être par jalousie, peut-être par peur, peut-être simplement pour sauver sa propre peau dans un naufrage qu'elle voyait venir. Les accusations contre Georges étaient d'une précision calculée pour le détruire complètement. On l'accusait non seulement d'avoir eu des relations incestueuses avec Anne à plusieurs reprises, dans différents lieux et à différentes dates, mais aussi d'avoir ri et plaisanté avec elle sur l'impuissance sexuelle du roi, ce qui était une autre forme de trahison puisque cela remettait en question la virilité et donc la légitimité d'Henri VIII. Cromwell savait exactement ce qu'il faisait en ajoutant ces détails humiliants. Il savait que Henri ne pourrait jamais pardonner à quelqu'un qui aurait osé se moquer de lui de cette façon, et il savait aussi que l'opinion publique serait tellement révoltée par l'idée de l'inceste qu'elle ne poserait pas trop de questions sur les preuves ou sur la validité des accusations. Le piège était parfait, il était complet, et Georges Boleyn était pris dedans sans aucune possibilité d'en sortir. Le procès de Georges Boleyn a eu lieu le 15 mai 1536 dans la grande salle de la Tour de Londres, un espace imposant avec des plafonds hauts et des murs de pierre froide où résonnaient les voix des accusateurs et des accusés, et ce jour-là la salle était remplie de nobles venus assister au spectacle de la chute d'un homme qui quelques semaines plus tôt était encore l'un des plus puissants du royaume. Georges est entré dans la salle avec une dignité remarquable selon tous les témoignages. Il n'était pas brisé, il n'était pas effondré, il se tenait droit et regardait ses juges dans les yeux avec une détermination qui a surpris tout le monde, et quand on lui a lu les accusations il a plaidé non coupable d'une voix claire et ferme qui ne tremblait pas. Il savait que ce procès était une mascarade, que le verdict avait été décidé avant même qu'il ne commence, mais il a choisi de se battre quand même, de défendre son honneur et celui de sa sœur même si cela ne changerait rien au résultat final. Le jury était composé de 27 nobles, dont plusieurs avaient des raisons personnelles de détester les Boleyn ou de vouloir plaire au roi, et parmi eux se trouvait Henri Percy, comte de Northumberland, qui avait été fiancé à Anne Boleyn des années auparavant avant que leur relation ne soit brisée par l'intervention du cardinal Wolsey. Imagine la cruauté de cette situation, un homme qui avait aimé Anne était maintenant assis là pour juger son frère dans un procès truqué qui allait mener à leur mort à tous les deux, et Percy était tellement affecté par ce qui se passait qu'il s'est effondré pendant le procès et a dû être évacué de la salle. Le duc de Norfolk, l'oncle d'Anne et de George, présidait le tribunal, et lui aussi devait condamner les enfants de sa propre sœur pour prouver sa loyauté au roi, ce qui montre à quel point la peur et l'opportunisme avaient détruit tous les liens familiaux dans cette affaire. Les preuves contre George étaient pathétiquement faibles. Elles reposaient essentiellement sur les aveux extorqués de Mark Smeaton qui avait avoué sous la torture, et sur des témoignages vagues et contradictoires d'autres personnes qui prétendaient avoir vu George et Anne ensemble dans des circonstances supposément suspectes. Il n'y avait aucune preuve matérielle, aucun témoin direct de l'inceste présumé, rien qui puisse tenir dans un véritable procès équitable.
Mais la justice anglaise du XVIe siècle n'avait rien à voir avec l'équité ou la vérité, c'était un instrument du pouvoir royal et elle servait les intérêts du roi avant tout. George s'est défendu avec une éloquence et une intelligence qui ont impressionné même ses ennemis. Il a démoli les accusations une par une en montrant leurs incohérences et leurs impossibilités. Il a expliqué qu'il avait des alibis pour certaines des dates mentionnées, que les témoignages se contredisaient entre eux, que tout cela n'était qu'une invention malveillante destinée à détruire sa famille. Puis est venu le moment le plus dramatique et le plus cruel du procès, celui qui allait rester dans l'histoire comme un exemple parfait de la perfidie de ce procès. Cromwell avait préparé un document contenant des allégations selon lesquelles Anne aurait dit à George que le roi était impuissant et incapable de satisfaire une femme, et ce document devait être montré à George sans qu'il le lise à voix haute, mais George a fait quelque chose d'incroyablement audacieux et dangereux, il a lu le document à haute voix devant toute la cour. Imagine l'effet de cette révélation, imagine le silence qui a dû tomber sur la salle quand les mots sont sortis de sa bouche, les détails intimes et humiliants sur les capacités sexuelles du roi d'Angleterre exposés publiquement devant des dizaines de nobles, et George savait exactement ce qu'il faisait. Il savait qu'il était déjà condamné de toute façon, alors il a choisi de frapper un dernier coup en révélant à tout le monde le véritable motif de ce procès, l'humiliation et la rage personnelle. D'Henri VIII. Sa défense était brillante, elle était passionnée, elle était logique et convaincante, et selon plusieurs observateurs présents dans la salle, il a tellement bien plaidé sa cause que beaucoup de gens ont commencé à douter des accusations et à se demander si tout cela n'était pas effectivement une machination politique. Les paris dans Londres avant le verdict étaient même en faveur d'un acquittement tellement George avait été impressionnant, tellement il avait réussi à montrer l'absurdité et la cruauté de ce qui lui arrivait, mais tout cela ne comptait pour rien face à la volonté du roi. Le verdict a été rendu le même jour, après seulement quelques heures de délibération qui n'en étaient pas vraiment puisque tout était décidé d'avance, et les 27 nobles ont déclaré Georges Boleyn coupable de haute trahison et d'inceste avec sa sœur la reine, ce qui le condamnait à la mort la plus horrible que la loi anglaise pouvait infliger à un traître. La sentence était terrifiante dans sa barbarie, Georges devait être pendu, éviscéré et écartelé, ce qui signifiait qu'il serait pendu jusqu'à être presque mort puis décroché encore vivant pour qu'on lui ouvre le ventre et qu'on lui arrache les entrailles devant ses yeux avant de le découper en morceaux. C'était le châtiment réservé aux hommes reconnus coupables de haute trahison, une mort conçue pour être la plus longue et la plus douloureuse possible, une mort qui servait d'exemple et de terreur pour tous ceux qui oseraient défier le roi, et George a entendu cette sentence sans broncher, sans supplier, sans s'effondrer, il a simplement accepté ce qui allait arriver avec une dignité qui a forcé le respect même de ses bourreaux. Son oncle Norfolk, celui qui présidait le tribunal et qui venait de le condamner à mort, avait les larmes aux yeux en prononçant le jugement, ce qui montre bien la tragédie absolue de cette situation où les liens du sang ne comptaient plus pour rien face à la machine impitoyable du pouvoir royal. Anne Boleyn elle-même a été jugée le même jour que George, juste après lui, dans la même salle et devant le même tribunal, et elle aussi a été reconnue coupable d'adultère, d'inceste et de haute trahison, condamnée à être brûlée vive ou décapitée selon la volonté du roi. Le frère et la sœur savaient maintenant qu'ils allaient mourir ensemble, que leur famille entière était détruite, que leur nom serait sali pour toujours dans l'histoire, et ils n'ont eu aucune possibilité de se dire adieu, aucune possibilité de se consoler mutuellement ou de se soutenir dans ces derniers moments terribles. Ils étaient enfermés dans des cellules séparées de la tour de Londres en attendant que le roi décide exactement quand et comment ils allaient être exécutés. Henri VIII, dans un geste qui pourrait passer pour de la clémence mais qui n'était en réalité qu'une manière de montrer son pouvoir absolu de donner la vie ou la mort, a commué la sentence de George de la pendaison et de l'éviscération à la simple décapitation, ce qui était considéré comme une mort noble réservée aux aristocrates.
Les 5 hommes condamnés avec George ont été exécutés ensemble le 17 mai 1536 sur Tower Hill, une petite colline juste à l'extérieur de la tour de Londres où se trouvait l'échafaud public, un endroit exposé où des centaines de personnes pouvaient se rassembler pour regarder les exécutions comme si c'était un spectacle, et ce jour-là la foule était immense parce que tout Londres voulait voir la chute spectaculaire des favoris d'hier. Georges Boleyn était le dernier à monter sur l'échafaud, il a dû regarder les 4 autres hommes être décapités avant lui, il a dû voir le sang, entendre les bruits, sentir l'odeur de la mort qui l'attendait, et pendant tout ce temps il est resté calme et composé, presque détaché de ce qui se passait autour de lui comme s'il s'était déjà préparé mentalement à quitter ce monde. Quand son tour est finalement venu, Georges est monté les marches de l'échafaud avec une assurance qui a stupéfié tous. Les témoins présents, il n'y avait aucune hésitation dans ses mouvements, aucune peur visible sur son visage, et quand il s'est tourné vers la foule pour prononcer son dernier discours, sa voix était forte et claire. Dans l'Angleterre Tudor, il était attendu des condamnés qu'ils prononcent un discours avant leur exécution, généralement pour reconnaître leurs crimes, demander pardon au roi et encourager les autres à ne pas suivre leur exemple, mais Georges a choisi une voie différente, plus subtile et plus courageuse. Il n'a pas directement clamé son innocence parce que cela aurait été considéré comme une rébellion contre le jugement royal et aurait pu entraîner des représailles contre les membres survivants de sa famille, mais il a parlé de manière à ce que tout le monde comprenne ce qu'il voulait vraiment dire. Il a parlé de la confiance mal placée dans les amis, de la nature trompeuse du pouvoir, de la vanité de la richesse et de la position sociale. Son discours était celui d'un homme qui avait tout compris du monde dans lequel il vivait, qui avait vu derrière les apparences et qui voulait partager cette sagesse amère avec ceux qui l'écoutaient, et il a parlé de la mort avec une sérénité presque philosophique en disant qu'il était prêt à rencontrer son Créateur et que lui seul connaissait la vérité de son âme. Il a mentionné qu'il était un grand pécheur, ce qui était une formule standard de l'époque, mais il n'a jamais spécifiquement admis les crimes dont il était accusé. Il n'a jamais dit qu'il avait couché avec sa sœur ou trahi le roi, et cette omission délibérée était sa manière de maintenir son innocence sans la proclamer ouvertement. Les gens dans la foule ont compris le message, ils ont vu un homme innocent mourir avec dignité, et même si beaucoup avaient probablement peur de le dire à voix haute, le doute s'est installé dans l'esprit de nombreux spectateurs ce jour-là sur la justice de cette exécution. Georges s'est ensuite agenouillé devant le billot, ce bloc de bois où il devait poser sa tête pour que le bourreau puisse la trancher d'un seul coup de hache, et dans ces derniers instants de sa vie il a prié silencieusement. Ses lèvres bougeaient mais aucun son n'en sortait, et puis il a donné le signal au bourreau qu'il était prêt. Le bourreau de la Tour de Londres était un homme expérimenté qui connaissait son métier et qui savait qu'une décapitation propre et rapide était considérée comme un dernier geste de respect envers le condamné, et il a levé sa hache lourde avant de l'abattre avec une force terrible sur le cou de Georges Boleyn. La tête est tombée dans un panier rempli de paille prévu à cet effet, le corps s'est affaissé sur l'échafaud dans une dernière convulsion, et Georges Boleyn, vicomte de Rochefort, diplomate brillant, frère de la reine d'Angleterre, n'était plus qu'un cadavre décapité gisant dans son propre sang sur une colline venteuse de Londres. 2 jours plus tard, le 19 mai, Anne Boleyn elle-même a été exécutée dans l'enceinte privée de la Tour de Londres, et Henri VIII avait fait venir spécialement un épéiste français de Calais pour la décapiter au lieu d'utiliser une hache parce que l'épée était considérée comme plus rapide et moins douloureuse, un dernier geste d'Henri envers celle qui avait été son obsession pendant des années. Anne est morte avec le même courage que son frère, elle a prononcé un discours où elle a remercié le roi et demandé aux gens de prier pour lui, et quand sa tête est tombée elle avait seulement 29 ans et toute sa famille était détruite. Les corps de Georges et d'Anne ont été jetés dans des tombes sans nom dans la chapelle de Saint-Pierre-aux-Liens à l'intérieur de la Tour de Londres, enterrés sans cérémonie et sans pierre tombale, comme si Henri VIII voulait effacer jusqu'à leur mémoire de l'histoire anglaise. Mais l'histoire a gardé leurs traces malgré tout,
Et avec le temps, la vérité sur ce procès truqué est devenue de plus en plus évidente pour les historiens qui ont étudié les documents et les témoignages. Il n'y a jamais eu la moindre preuve crédible que George et Anne aient commis l'inceste dont ils étaient accusés. Les dates et les lieux mentionnés dans l'acte d'accusation ne correspondent pas aux déplacements connus d'Anne et George, les témoignages étaient contradictoires et vagues, et la seule vraie confession venait de Mark Smithon qui avait été torturé et qui a probablement dit ce qu'on voulait qu'il dise pour que la torture s'arrête. Thomas Cromwell lui-même, des années plus tard avant sa propre exécution, a apparemment admis à certains confidents qu'il avait fabriqué les preuves contre Anne et sa famille sur ordre du roi, ce qui confirme ce que beaucoup soupçonnaient déjà à l'époque mais n'osaient pas dire publiquement. Georges Boleyn est mort parce qu'Henri VIII voulait se débarrasser d'Anne et qu'il avait besoin d'une raison si scandaleuse et si horrible que personne ne pourrait le critiquer pour avoir exécuté sa propre femme, et l'accusation d'inceste remplissait parfaitement ce rôle en transformant Anne en monstre et en justifiant sa mort comme une nécessité morale. George était simplement un dommage collatéral dans cette machination royale, un homme sacrifié sur l'autel de l'ambition et de la paranoïa d'un tyran tout-puissant qui ne supportait pas qu'on lui résiste ou qu'on le déçoive, et sa mort montre mieux que n'importe quel discours à quel point le pouvoir absolu peut corrompre et détruire même les personnes les plus innocentes. La famille Boleyn, qui avait été si puissante, si influente, si proche du trône, a été anéantie en quelques semaines dans un massacre judiciaire qui reste l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire anglaise. 11 jours seulement après la mort d'Anne, Henri VIII a épousé Jane Seymour, celle qui deviendrait sa troisième femme et qui lui donnerait finalement le fils qu'il désirait tant, le futur Édouard VI, mais Jane est morte en couche quelques jours après avoir accouché, et Henri a continué sa série de mariages désastreux en épousant encore 3 autres femmes avant sa propre mort en 1547. Ironiquement, c'est Élisabeth, la fille d'Anne Boleyn, celle pour qui Henri avait détruit tant de vies et provoqué tant de chaos, qui est devenue la plus grande reine que l'Angleterre ait jamais connue, et son règne de 45 ans a transformé l'Angleterre en une puissance mondiale et a marqué l'âge d'or de la culture anglaise. Élisabeth n'a jamais parlé publiquement de sa mère ou de son oncle George, elle a compris très tôt que sa survie dépendait de son silence sur ce sujet, mais elle a fait réhabiliter subtilement la mémoire d'Anne à travers certaines de ses décisions et de ses gestes symboliques, montrant qu'elle n'avait pas oublié d'où elle venait.